Il y a eu le drame de Van Gogh et l'isolement de Cézanne, les provocations futuristes et les farces dadaïstes. À la fin du XIXe siècle et dans les premières décennies du nôtre, l'art moderne est né par effraction, dans une convulsion douloureuse, une rage solitaire, à moins que ce ne fût dans un tohu-bohu d'injures et de moqueries. Ce moment, en tout cas, a laissé dans la conscience populaire, comme dans le récit des historiens, la trace d'événements spectaculaires. Georges Bataille n'a-t-il pas daté la naissance de l'art moderne du grand éclat de rire qui accueillit l'Olympia de Manet? Une société conservatrice et des artistes révolutionnaires se sont fait la guerre, et cette guerre nous a été racontée sur le ton d'une épopée. Dans la seconde moitié de ce siècle, et plus exactement dans le courant des années 60, alors que l'expansion économique aidait la société occidentale à sortir définitivement de l'après-guerre, l'art moderne connut un second souffle. Mais quel que fût le mérite et l'enthousiasme de ses protagonistes, ceux-ci ne pouvaient que marcher dans les pas des pionniers. Le monde, qui avait été bouleversé par les conséquences politiques de la guerre, était à nouveau ébranlé par les valeurs des nouvelles générations, celles qui, justement, avaient grandi après la guerre. La résistance aux formes nouvelles n'était plus aussi ferme. La famille sociale commençait à s'habituer au vilain petit canard qu'était l'art moderne, déjà vieux de plus d'un demi-siècle, et découvrait qu'il pouvait avoir, lui aussi, une tradition. Un livre du critique américain Harold Rosenberg, traduit en 1962 en français, s'intitulait « La tradition du nouveau ». On ne se fit plus la guerre, on livra un match, dans le respect de certaines règles, et la conscience de où s'arrêter pour ne pas aller trop loin. Aussi l'historien qui entame les toutes dernières décennies ne rapporte-t-il plus beaucoup de péripéties extraordinaires à son lecteur. En revanche, il peut espérer entraîner celui-ci dans une analyse des relations subtiles et quelquefois perverses qui désormais sont celles de l'art et de la société. Le match, bien sûr, demande à être disputé sur un terrain commun. Ce terrain, ce sont les lieux que la société réserve à l'accueil et à la diffusion de l'art, c'est-à-dire les institutions culturelles. Les figures révolutionnaires qui prétendaient détruire ces dernières se sont faites de plus en plus rares parce que les musées, dépoussiérés, ont accueilli les tentatives les plus hardies de l'avant-garde et que l'avant-garde a commencé à jouer avec le musée, le renforçant ou le faisant déborder tour à tour. Entre les partenaires, une relation s'est installée, de fascination et de critique mutuelle, jeu du chat et de la souris. André Malraux a montré comment, en vérité, musée et art moderne étaient organiquement liés. Du musée Napoléon, il écrit « Il éblouit les artistes par sa profusion, mais il les bouleverse par sa pluralité ». En faisant accéder les artistes à la connaissance d'objets appartenant à des époques et à des civilisations éloignées, le musée leur fait prendre conscience de la pérennité du sentiment artistique, en même temps que de la spécificité de leur pratique, traits qui, précisément, caractérisent ce qu'on appelle le modernisme. Manet a admiré la peinture espagnole, Van Gogh les estampes japonaises, Picasso et Matisse l'art primitif, et chacun s'est servi de ces exemples lointains pour affirmer son indépendance par rapport à l'héritage immédiat. La conscience d'être moderne est née, du moins en partie, de la conscience d'appartenir à une communauté bien plus vaste et bien plus ancienne que celle à laquelle faisait référence l'enseignement artistique traditionnel. Cette communauté, c'est le musée.